Bonjour et bienvenue dans une vidéo où nous allons voir ensemble l'agriculture et le monde rural en Corée du Sud. Pour faire cette vidéo, je me suis d'abord baladé sur Street View dans des endroits générés de façon aléatoire, ce qui m'a permis de me faire une première idée sans a priori de la Corée du Sud. Et ensuite, j'ai complété mes observations avec des recherches sur Internet. La Corée du Sud est un pays intéressant car il recèle de certains mystères que je n'ai pas résolus et aussi parce qu'il y a un grand nombre de cultures, ce qui fait que c'est intéressant à étudier. Au point de vue géographique, la Corée du Sud est un pays voisin du Japon avec lequel il possède des caractéristiques communes au point de vue du climat et du relief. En Corée du Sud, il pleut en moyenne 2 fois plus qu'en France et il y fait globalement un peu plus soleil. Pour ce qui est des températures, elles sont globalement similaires. La différence en revanche, c'est que donc il pleut plus et il pleut surtout beaucoup plus l'été car la pluviométrie coréenne se concentre essentiellement en été. Pour ce qui est de l'ensoleillement, il est globalement similaire à la France et on s'aperçoit que la côte est de la Corée est plus ensoleillée que la côte ouest, chose que l'on retrouve également au Japon. Et donc la Corée du Sud est un pays où il y a beaucoup de montagnes et il y a notamment une chaîne de montagnes qui traverse tout le nord du pays et la seule plaine céréalière du pays de superficie conséquente se trouve au centre-ouest du pays. Le climat coréen est plus ou moins variable. Sur l'île de Jeju, tout au sud, il est subtropical, tandis qu'il est tempéré au bord des côtes. Il est en revanche continental dans tout le centre du pays, voire même montagnard, et il est très fréquent d'observer de la neige en Corée en hiver. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous énoncer les 3 faits qui m'ont le plus marqué lorsque je me suis baladé sur Street View en Corée du Sud. Le premier, c'est le moyen de transport que j'ai vu le plus fréquemment. C'est tout simplement le motoculteur avec une remorque attelée. Alors là, c'est impressionnant, j'en ai vu peut-être une centaine. Il y en a absolument partout. Des motoculteurs avec remorque qui sont donc un moyen de travail du sol et aussi un moyen de transport rural absolument omniprésent puisqu'il y en a partout et le machinisme agricole en Corée est globalement de petite taille comme au Japon puisque la largeur de travail des outils excède rarement 3 voire 4 mètres. Vous voyez sur cette photo on a un petit déchaumeur, on a une charrue à un soc, etc. Donc vous voyez les tracteurs ils font en général cette taille ici, c'est des tracteurs plus ou moins format vigneron. Et c'est donc un point commun avec le Japon de posséder donc un matériel très petit adapté à des parcelles qui, si elles sont petites au Japon, sont quand même néanmoins assez grandes en Corée du Sud. Et donc le deuxième fait marquant, c'est l'omniprésence du piment. Les Coréens adorent le piment, il y en a partout, des champs et des champs de piment. Ça, c'est des piments qui sont morts de froid, mais dont on observe encore le reste de culture. Il y en a dans tous les jardins, du piment cultivé ici en agroforesterie, en association avec des fruitiers, des piments encore, des piments par-ci, des piments par-là, et un immense champ de piments qui ici devait faire probablement 3 hectares. Chose assez courante en Corée, c'est d'observer diverses denrées alimentaires qui sont séchées devant les maisons. Vous voyez, ici c'est du piment. Et j'ai observé également un fait curieux. Ici, c'était du piment qui donc a été cultivé sous tunnel nantais avec du plastique pour accélérer le démarrage de la culture et la protéger du froid. Et vous voyez, ce qu'il a fait le monsieur ici, c'est que tout simplement, plutôt que d'enlever le plastique, il l'a juste percé pour laisser passer les piments. La troisième culture majeure, quand on se balade dans la campagne coréenne, c'est le chou qui sert à préparer le kimchi, qui est un chou lacto-fermenté, qui est le plat national coréen. Et donc, il y a des champs de choux disséminés partout dans le pays. Le chou, c'est la 3e production du pays agricole en termes de quantité. Et ça, donc, ce sont des photos que j'ai prises au sud du pays avec un paysage bocagé, plein de choux. Ça fait un peu penser à la Bretagne. C'est assez sympathique. Voilà, donc des parcelles de choux que l'on peut retrouver donc en montagne, que l'on trouve dans tout le pays. Une variété de choux qui est spécifique à la Corée et que je ne connais pas. Des choux et des choux qui sont traités car le chou est une culture sensible notamment aux insectes et la Corée est un
pays qui utilise énormément de pesticides puisqu'il en utilise quasiment autant que le Japon qui est le recordman en la matière, et ils en utilisent à peu près 4 fois plus que nous à l'hectare. Ce sont le Japon et la Corée du Sud, ce sont avec Taïwan également, ils font partie des pays qui utilisent le plus de pesticides au monde. Ce qui ne les empêche pas néanmoins de pratiquer le désherbage manuel puisque sur Street View je suis tombé sur une équipe de vaillants désherbeurs qui désherbaient le bord des routes. Il y a également un courant d'agriculture biologique en Corée du Sud, bien que marginal, car le pays a traversé plusieurs crises sanitaires, notamment en ce qui concerne l'élevage, et donc les Coréens sont sensibilisés aux problèmes sanitaires et aux conséquences néfastes des pesticides, bien qu'ils en utilisent beaucoup. Ce phénomène d'agriculture biologique reste néanmoins marginal, puisqu'ils achètent en moyenne pour 6 € d'aliments bio par ménage et par an, à comparer aux 100 € achetés en moyenne par ménage et par an par les ménages français. Néanmoins, les Coréens gagnent en moyenne un peu moins d'argent que les Français, mais si on fait le rapport, ils consomment quand même beaucoup moins de bio que les Français. Au Japon, en revanche, il n'y a absolument pas d'agriculture biologique, car l'agriculture japonaise est marquée par un syndicat agricole extrêmement conservateur. En gros, c'est des vieux, parce que les agriculteurs, que ce soit en Corée, en Japon, un peu partout dans le monde, sont vieux, mais ici au Japon, ils sont particulièrement conservateurs. C'est une génération qui est née et qui a observé l'apparition des engrais et des produits phyto. Pour eux, c'était un progrès parce que ça les soulageait beaucoup. Et donc ils sont contents comme ça, quoi. Si vous êtes encore ici, je suppose que la vidéo vous intéresse. Si tel est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de ma pépinière, pépinièredutescou.fr. Je vends des arbres et des arbustes mellifères et vous pouvez me soutenir en achetant ou en parlant autour de vous. Cette vidéo sera parsemée de plusieurs points mystères, j'appellerais ça comme ça. Ce sont des photos que j'ai prises sur Street View qui sont des photos auxquelles je n'ai pas pu donner de réponse. Et la première, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement, j'ai pas compris. C'est un ensemble de piquets avec des boîtes en haut. Si vous avez une idée de ce que ça peut bien être, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc, la principale production de la Corée, c'est le riz. Le riz, donc, ils en produisent plus de 5 millions de tonnes par an. Si l'on procède à une vue par satellite de la Corée du Sud, il est probable que l'on trouve quelque chose qui ressemble à ceci, puisque 45% de la surface agricole coréenne est occupée par du riz. Et donc on voit du riz un peu partout. Les parcelles sont tout de même beaucoup plus grandes qu'au Japon, donc avec leurs petites machines, et franchement ils doivent passer du temps à moissonner, hein. Il y a également beaucoup de cosmos en Corée, vous voyez, ça c'est les bordures de plusieurs champs de riz qui sont bordés de cosmos, donc c'est très sympa, spontanément là-bas. On observe également du riz en terrasse lorsque l'on va dans les montagnes. Vous voyez là on a une planteuse à riz et des plants de riz, et on observe aussi des plants de riz, des fagots de riz au bord des routes, au bord des maisons aussi, devant les maisons, au bord des routes. Et je pense qu'il y a une partie des Coréens qui récoltent juste le riz au fur et à mesure de leurs besoins. Parce que vous voyez par exemple ici on a une dame qui semble-t-il bat du riz au bord de la route. Et donc c'est chose assez fréquente en Corée d'observer des denrées alimentaires qui sont séchées ou conditionnées devant les maisons. Vous voyez, on a une denrée que je n'ai pas identifiée. Ici on a du poisson sur le fil à linge. Et voilà. Puis là ça sont des petites balles de riz. Il faut savoir qu'historiquement, la Corée était un pays qui avait beaucoup de mal à subvenir à ses besoins alimentaires. Et donc, dans les années 70, le pays a mis en place une politique pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Politique qui s'est basée sur une garantie des prix pour les agriculteurs, la mise en place d'une coopérative et un usage, alors tout d'abord une sélection variétale de variétés de riz productives, et cette sélection variétale appuyée par l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais. Donc les Coréens se sont mis à utiliser de l'engrais comme des gros bourrins. Ça a marché, ils ont produit énormément de riz et de fait maintenant ils sont excédentaires en matière de riz puisqu'ils en produisent beaucoup plus que leurs besoins réels. Et pour soutenir les agriculteurs, en fait, le pays a mis en place aussi des prix, un système de douane prohibitif, puisque si l'on veut vendre du riz en
en Corée du Sud, il faut payer des droits de douane qui sont à hauteur de 5 fois la valeur de la marchandise. Donc effectivement, ça calme un peu les perspectives de vente de riz en Corée via des pays autres. Donc la Corée crawl sous son propre riz, et le problème c'est qu'entre-temps, il y a eu une occidentalisation de la façon de manger, et donc la consommation de riz a été divisée par 2 entre 1990 et 2020. Donc le gouvernement coréen s'est dit bon ben on va faire en sorte qu'il y ait moins de rizières. Donc concrètement, il y a 2 fois moins de surface et 2 fois moins de quantité de riz récolté que dans les années 70, mais les Coréens en consomment 2 fois moins, donc le problème reste toujours le même. À côté de ça, la Corée ne produit pas d'autres céréales, ce qui pose problème car on ne peut pas nourrir les animaux d'élevage avec du riz, et donc la Corée du Sud dépend énormément des importations de céréales d'Argentine, des États-Unis, d'Australie pour nourrir son bétail, ce qui fait que globalement toute la nourriture ou presque coréenne, hormis le riz et les choux, est dépendante d'un apport extérieur, et de fait la Corée est un des pays qui possède le taux d'autosuffisance alimentaire le plus faible, avec seulement 45% des besoins de la population qui sont couverts. Dans les campagnes, on observe un papy boom de la société, puisqu'il y a une pyramide des âges inversée avec énormément de personnes âgées. Ceci a pour cause l'industrialisation du pays dans les années 50. C'est accompagné d'un exode rural, donc clairement les jeunes ont déserté la campagne pour aller habiter en ville et bosser pour Samsung, si je veux vraiment raccourcir. Et donc dans la campagne, il n'y a plus que les personnes âgées. Et au passage, le déambulateur local, c'est la poussette, car je suis tombé sur Street View sur ce que je suppose être une aide ménagère qui promenait donc de mémé, qui se servait de poussette comme déambulateur. Le monde rural coréen est âgé, cette population est âgée. Les exploitations sont très petites puisque 65% font moins d'1 hectare, et que leur vente en 2020 s'élevait environ à 7000 €. Donc on parle bien de vente et même pas de revenus. Et en fait c'est bien simple, si le nombre d'agriculteurs s'élevait à 50% de la population coréenne dans les années 70, il est passé à un peu moins de peut-être 5% aujourd'hui. Donc il y a plus d'agriculteurs, ils sont vieux et ils sont très pauvres, car les revenus de la population rurale représentent environ les 2/3 de celui de la population urbaine. Et de fait, je suis tombé sur des endroits un peu ghetto dans la campagne coréenne. Donc on trouve des similarités avec le Japon dans le sens que la campagne coréenne est déserte, elle est peuplée quasi exclusivement par des personnes âgées, mais la différence c'est que quand même elle paraissait vraiment pauvre en Corée du Sud, quoi. D'une part on le voit avec les habitations un peu ghetto, et aussi avec la mécanisation, tandis qu'au Japon on voit vraiment qu'il y a une mécanisation à la pointe et ils sont suréquipés, quoi. En Corée il y a énormément de motoculteurs, pas beaucoup de tracteurs, et j'ai pu observer qu'il y avait énormément de travail fait à la main. Donc sachant qu'ils sont âgés, les pauvres ils doivent charbonner pas mal. De même qu'au Japon, je suis tombé sur un bassin de production que j'appellerais un plastic land. Je dis ça, c'est pas une critique, parce que si on va au sud de l'Espagne, on trouvera aussi des énormes étendues de plastique, et toute la fourniture alimentaire du monde moderne se repose sur des bassins de production avec des étendues immenses de serre. Et donc vous voyez là, je suis tombé sur un endroit où il y a du plastique partout, une vallée où il y a 20 km linéaires de plastique. Vous voyez, on zoome un peu plus, là on a une ligne droite avec 4,5 km de plastique. Hop, on zoome un peu plus, c'est toujours pareil. Et quand on va sur Street View, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien on voit qu'il y a des serres partout, des serres et des serres et des serres. Contrairement au Japon, ici, les serres n'ont pas pour vocation de protéger d'un excès d'humidité, mais de protéger du froid. J'ai donc observé des cultures, des serres où l'on observe un tunnel à l'intérieur même de la serre. Et dans des conditions comme celle-ci, si on met une culture sous un tunnel nantais qui est lui-même dans la serre, on peut le protéger de températures avoisinant les -5 degrés. Ici sur cette photo, je présume que c'est une culture de tomates ou de pastèques, car les Coréens sont très friands de pastèques qu'ils consomment de façon tardive puisqu'ils consomment en décembre, et donc ce serait pas étonnant qu'il y ait sous ces serres énormément de pastèques.
Au sud du pays, là où nous avons vu les choux, il y a également énormément d'agrumes qui bénéficient de la douceur du littoral et donc j'ai pu voir des champs d'agrumes un peu partout. Une autre culture qui est très présente en Corée du Sud mais ici de façon disséminée dans le pays, c'est le périlla qui est une plante de la famille des Lamiacées. À première vue, ça ressemble au basilic et en fait, ils en récoltent la graine pour faire de l'huile. Un autre fait très récurrent en Corée, c'est le fait de cultiver la pointe des champs comme ça et d'y implanter même sur 10 mètres carrés une culture. Ça, c'est un truc que j'ai observé vraiment très souvent. Et donc, il y avait beaucoup de périlla, il y avait également du gingembre. Gingembre qui fait partie de la stratégie de diversification de l'État coréen, puisqu'ils ont trop de riz, donc ils cherchent des cultures autres pour remplacer. Il y a également de la patate douce, j'ai pu voir du sésame, et je suis tombé sur une culture mystère. En fait, je suis tombé sur pas mal d'endroits, sur du paillage macro-perforé comme ça. Vous voyez, c'est du paillage qui est vendu avec les trous qui sont déjà faits. Et donc, on peut voir ici que les trous sont faits à une densité vraiment élevée. Je suis tombé plusieurs fois sur des parcelles comme ça, avec ce paillage. On voit ici qu'il est déroulé à la main. Sachez qu'il existe des machines pour dérouler le plastique. Au Japon, le plastique est systématiquement déroulé avec des machines. Et ici, ça conforte ce que je disais. On le voit là, à l'œuvre, à l'image, il y a énormément de travail manuel en Corée. Et finalement, cette culture, il s'avère en fait que c'est la cacahuète. Voilà. Et donc, ce que l'on voit à l'écran, ce sont des champs de cacahuètes. Une autre culture mystère, c'est ici au nord du pays. Alors là, si vous avez la réponse, je vous serais fort reconnaissant car j'ai pas pu trouver la réponse. En fait, je suis tombé sur ça. Je suis tombé sur des champs remplis de voiles d'ombrage comme ça. Et c'est dans la partie continentale du pays, donc c'est une culture qui ne craint pas le froid ou alors qui est annuelle. Car en fait, en me baladant sur Street View, je suis tombé sur des photos d'années différentes et parfois, d'une année à l'autre, en étant au même endroit, cet ombrage-là disparaissait. Donc je présume que c'est une culture probablement annuelle et une culture à forte valeur ajoutée, car si les Coréens s'embêtent à faire tout ce fatras pour une culture qui n'est en place que 1 an ou peut-être 2, je suppose qu'elle rapporte beaucoup d'argent. Il y a également en Corée du thé qui est cultivé d'une façon particulière car il est cultivé à même le relief. Vous voyez, ça ce sont les champs de thé coréens qui diffèrent des champs comme ici, des champs de thé japonais qui sont cultivés en terrasse. Voilà, la spécificité coréenne, c'est de les cultiver directement à même la pente. Il y a également de la vigne que j'ai pu voir de façon assez éparse, vigne avec du plastique, vigne sous serre, protégée non pas du froid mais de l'excès d'humidité et éviter l'excès de traitement. On peut observer un peu partout dans la campagne des kakis. Ils en cultivent 2 variétés, une qui est astringente et l'autre qui ne l'est pas. Je pourrais pas épiloguer là-dessus parce que j'en sais pas plus. J'ai également observé un champ de tomates, voilà, cultivé sur des tuteurs un peu à la mode perpignanaise, je dirais, à Perpignan et puis en Espagne, de façon ancestrale, elles sont cultivées comme ça. Je suis tombé sur un petit champ de patates aussi, voilà, cultiver des patates. Il y a cette graminée que j'ai pas pu identifier, on dirait un genre de millet. Et puis je suis aussi tombé sur ça, vous voyez, c'est un ensemble de tunnels où il n'y a pas de bâche. En revanche, on voit qu'il y a plein de plantes grimpantes sur les arceaux. Et je pense que c'était des fruits de la passion, de la passiflore, parce que ça a l'air d'y ressembler. On observe ci et là, lorsqu'il y a des fermes du topinambour. Vous voyez, c'est des parcelles de topinambour. Et qu'est-ce qu'on voit là? À gauche, on voit du topinambour. Et au plein milieu, qu'est-ce qu'on voit? Forcément du piment, parce qu'il y a du piment partout en Corée. Encore un mystère, ça c'était un champ sur lequel je suis tombé et au début j'ai pas compris parce qu'il y avait ce système de palissage hyper bizarre sur les arbres. Vous voyez, ils mettent un poteau en fer énorme auquel sont amarrés des fils de fer et au début je suis tombé toujours sur des photos prises en hiver donc j'ai pas pu déchiffrer de quel arbre il s'agissait. Puis je suis enfin tombé sur une parcelle où les arbres avaient des feuilles et en fait il s'agit du pêcher qu'ils palissent, voilà, comme ça d'une façon que je ne connais pas. Bon, après je suis pas un pro d'arboriculture, mais si vous avez déjà vu ça ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi c'était la première fois que je voyais ça. Dans les montagnes, il y a beaucoup de vergers et beaucoup de pommiers, voilà,
voilà, pommes cultivées un peu partout, et également de l'agroforesterie. J'ai pu également observer dans les montagnes des pêchers ici cultivés de façon non palissée, de façon naturelle entre guillemets. J'ai pu voir aussi une culture de mûrier, un champ de mûrier qui est peut-être une relique du temps où on faisait de l'élevage de vers à soie. Je ne sais pas si cet élevage a toujours lieu. Et puis dans la campagne, j'ai aussi vu beaucoup de figuiers. Figuier qui est un arbre méditerranéen et qui a été importé. On ne peut pas avoir des figuiers spontanés en Corée, ce qui témoigne du fait que les Coréens apprécient beaucoup les figues. Et je suis aussi tombé sur un verger de figuiers, voilà, tout simplement. Pour ce qui est de la flore, elle est assez variée en Corée. Les forêts sont pour un tiers des forêts de conifères, pour un tiers des forêts de feuillus et pour un tiers des forêts mixtes avec conifères et feuillus. Il y a en revanche une plante qui est présente un peu partout, que j'ai observée, qui est celle-ci que l'on voit à l'écran, là, et qui s'appelle en fait le kudzu, qui est une plante, qui est une peste végétale un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, elle est très problématique. Je l'ai vue ici en Corée, je l'ai vue également au Japon, et j'ai appris que les Chinois la cultivaient car elle a la faculté de produire d'énormes racines que l'on peut utiliser pour la consommation humaine. Un arbuste, ou plutôt un arbre assez fréquent également en Corée, c'est le Caloepanax acetlobe que l'on voit ici sur la photo, qui est un arbre de la famille du lierre, qui est un arbre mellifère qui est disséminé un peu partout dans le pays. Il y a également de la vigne vierge. Et donc, pour ce qui est de l'apiculture, la Corée est un pays très en avance car l'Office des forêts a un programme de plantation d'arbres mellifères, notamment l'arbre à miel, l'arbre au raisin. Deux arbres qui ont une production potentielle de miel à hectare très importante. Et sachez que vous pouvez retrouver notamment l'arbre à miel sur ma pépinière, sur son site internet pépinièredutescou.fr, et vous voyez que les Coréens décrivent l'arbre à miel comme étant l'arbre ayant le potentiel mellifère à l'hectare le plus important puisqu'il pourrait avoir une production avoisinant les 400 kg de miel hectare. Ils font donc également beaucoup de recherches sur différentes espèces mellifères et ils plantent des forêts dans le but non pas de faire, dans le but de faire du bois, mais aussi de produire du miel car la Corée du Sud est le pays qui possède la plus grosse densité de ruches à l'hectare. Et le problème c'est que 80% du miel coréen est issu du robinier faux acacia qui a été importé et planté de façon massive dans les années 70, sauf que les plantations d'acacia d'une part sont vieillissantes et d'autre part sont sujettes à certaines maladies, ce qui fait que la superficie en acacia en Corée du Sud a été divisée par 10 en 40 ans, et d'autre part, à cause du réchauffement climatique, les apiculteurs coréens ne peuvent plus effectuer de transhumance entre le sud et le nord du pays. Avant, il y avait un mois d'écart entre la floraison des acacias au sud du pays et ceux du nord, et avec le réchauffement climatique, en 2017, il n'y avait plus que 2 jours d'écart entre la floraison des acacias du sud et ceux du nord. Voilà, autant de raisons qui poussent donc les Coréens à chercher des solutions pour pallier à ce problème. Ici, à l'image, c'est un sophora du Japon. Bon, je peux pas vous dire qu'il est très présent en Corée parce que j'en ai observé qu'un seul. En revanche, il y a beaucoup d'élantes, plantes considérées comme invasives chez nous, mais qui est mellifère et qui là-bas s'intègre parfaitement bien dans le paysage sans être invasive. Il y a également le châtaignier crénelé, Castanea crenata, qui est un châtaignier inféodé à l'Asie de l'Est. En termes de paysagisme et de fleurissement, la Corée est un pays assez sympa. Contrairement au Japon, j'ai pu observer beaucoup de fleurs dans les jardins, notamment des astères qui sont une plante assez fréquente, les cosmos et puis les dahlias qui sont globalement des plantes d'Asie de l'Est. Et donc voilà, les Coréens aiment bien fleurir leur jardin, contrairement aux Japonais qui eux se contentent de faire des formes taillées à leurs arbres et ne plantent pas un pet de fleurs. Voilà, en Corée il y a énormément de fleurs, des potagers assez sympas, toujours avec l'usage du plastique à tort et à travers, d'une part parce que la population est âgée et d'autre part parce que c'est culturel et d'autre part parce que c'est un peuple je pense de jardiniers et un peuple habitué au jardinage et donc il n'y a pas du tout toutes ces mouvances de non-travail du sol etc. que l'on peut trouver chez nous. Les jardins que l'on voit en Corée sont globalement des jardins de personnes âgées qui vont donc à l'efficacité et donc usage de plastique pour limiter le désherbage contraignant. Voilà, ça c'est des petites formes taillées que l'on peut observer en Corée du Sud. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si tel est le cas, je vous retrouve bientôt pour le même genre de vidéo dans un autre pays. À bientôt.